Bonjour. Donc on s'était vu une première fois par rapport à comment préparer un cycle en rugby. Et donc là on se retrouve sur un deuxième volet avec un autre thème, avec le thème de l'échauffement. Oui. Donc ma première question c'est de quoi se compose un échauffement pour une leçon de rugby? Alors l'échauffement en rugby se compose de trois, on va dire, étapes. Première étape, échauffement, on va dire, cardiovasculaire. On va dire que c'est une entrée en activité, donc une mobilisation de l'ensemble du corps et des articulations. Un deuxième temps qui va être sur à la fois des étirements, nous on choisira plutôt des étirements actifs. Ensuite, on pourra mettre du gainage, éventuellement des petits exercices de renforcement, proche de la préparation physique. Et une troisième partie qui va être une partie beaucoup plus spécifique, orientée vers l'activité, qui va être plutôt entrée dans l'activité rugby. Voilà en gros les trois étapes. Il faudra se souvenir qu'il faudra une progressivité dans les contacts, comme on l'avait vu pour la sécurité. Donc ça sera plutôt un contact au départ avec le ballon, ensuite un contact avec le sol, ensuite les partenaires et pour finir avec les adversaires. Et ça tout au long de l'échauffement. Donc cette première partie, on a dit que dans la progressivité c'était contact avec le ballon. Donc on va privilégier des exercices d'habileté, de la dextérité, manuelle, multiforme, diverses, avec des déplacements, on va dire, individuels, mais dans une organisation collective. Il est important que les élèves touchent un maximum de ballons durant ces séances. Entre 50 et 100, ça serait une très bonne chose pour eux, au niveau de l'appréhension du ballon et de la technique de passe. Donc on fera différentes techniques de passe à travers différents déplacements sur le terrain. Bon, et tu parles de déplacement, et donc quelle organisation tu veux mettre en place? Alors cette organisation sera dépendante de la passe que l'on va obtenir. Sur un niveau en début de séance, on partira plutôt sur des passes avec des joueurs en vis-à-vis, puisqu'il nous permettra de voir en même temps le joueur en face de nous, le partenaire, et la tenue de balle. On sera sur une vision centrale et ensuite on va élargir tout ça. Concrètement, avec les élèves, qu'est-ce que ça va donner? Donc, est-ce que tu pourras nous montrer? Donc là, on a une vision de haut de la situation de la croix. Donc on a des joueurs qui sont répartis ici derrière des plots. Voilà, ici. On va mettre un ballon de chaque côté de la croix. D'accord. Les élèves vont donc échanger avec le vis-à-vis. D'accord, mais pas à n'importe quel moment. On va leur donner un déplacement ici, symbolisé par des plots, par des couloirs. On va leur dire de passer, par exemple, par le couloir de droite et de déclencher la passe sur le dernier carré, donc ici pour eux et ici pour eux. L'idée étant, dans cette première situation, qu'il n'y ait pas de contact au départ avec les partenaires qui tournent autour, mais un contact seulement avec le ballon et donné au partenaire qui est en face. Et les élèves, une fois donnés, donc ils vont se déplacer comme ça, ils vont donner le ballon, ils vont se replacer derrière cette colonne et ainsi de suite, ils vont alimenter les colonnes. Donc là, voilà, c'est le premier type d'échauffement. On est sur une passe en vis-à-vis. On pourrait aussi passer sur une passe, on va dire, latérale, de gauche à droite. Donc là, on partirait avec des ballons qui seraient face à face. Et les élèves partiraient toujours sur un couloir de gauche ou de droite à déterminer et donneraient le ballon, recevraient le ballon de gauche à droite. Donc tu peux faire au fur et à mesure évoluer la situation. On peut faire évoluer la situation à la fois sur le déplacement des joueurs qui sont toujours sur un placement vis-à-vis et la balle, elle, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et on peut imaginer que sur toutes ces zones de base, les élèves peuvent faire des petits exercices articulaires, au niveau des rotations de bras, des talons-fesses, des montées de genoux qu'on retrouve classiquement dans un échauffement général. Pour éviter trop d'attente sur chaque colonne, donc tu précises des exercices de préparation. Voilà, ça peut être du jumping jack, un peu à l'américaine, du burpees, ça peut être des pompes, ça peut être des petits exercices qui viennent alimenter. Voilà, on peut même imaginer qu'on ait un ballon qui circule aussi entre les colonnes, donc avec des ballons qui seraient intérieurs et des ballons extérieurs pour augmenter la vision et aussi l'alerte des élèves au niveau d'activité. On peut avoir une organisation non plus avec des passes en vis-à-vis ou latérales, mais avec une organisation en ligne. Comme on avait vu lors de la première fois qu'on s'était rencontrés, où les élèves vérifiaient s'il n'y avait pas d'objet au sol. Ici, à nouveau, on retrouve des lignes de joueurs avec un ballon ici par ligne, et les élèves vont échanger les ballons et circuler face à leur plot en se faisant des passes, cette fois-ci, sur le côté. Alors, on peut imaginer des passes classiques, on va dire avec passe latérale. On peut imaginer des passes plus talonneurs lorsqu'on va faire des déplacements latéraux. Voilà. On peut aussi imaginer de faire une préaction
avec le ballon avant de la donner. Ballon en l'air, je récupère, je donne. Ballon qui roule, hein, bon, ça peut arriver, avec et qu'on donne. Voilà, ça c'est ce type d'échauffement qu'on peut avoir en ligne. Et après, on peut leur donner de la vitesse, comme on avait vu précédemment, avec une phase de recul au départ, avec de la profondeur pour qu'ils aient beaucoup plus de vitesse lorsqu'ils vont prendre la balle. Bon, Sébastien, est-ce qu'on pourrait faire un petit focus sur les passes, parce qu'il nous parle beaucoup de passes, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? La passe va sur le terrain dépendre de la résolution du problème, entre à la fois des contraintes défensives et des opportunités offensives. Donc la passe, en fait, c'est l'outil qui permet de résoudre un problème sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il existe différents types de passes, des passes pistons, des passes soulevées, des passes volleyées, des passes même un peu chistera par l'arrière, qui vient du Pays Basque, et des passes vissées et des passes classiques, on va dire old school ou à l'ancienne. C'est la différence? Alors, c'est vrai que la différence, ça va être par rapport à la trajectoire de balle que l'on veut obtenir et la vitesse de la passe. L'image, on va dire, qui reste actuellement du rugby, c'est la passe vissée, une passe avec un ballon qui va partir dans le ciel et qui va avoir un effet gyroscopique pour augmenter la portance et sa flottaison et en même temps sa vitesse. Alors cette passe n'a aucune utilité lorsque l'on a fait l'exercice tout à l'heure sur la croix, puisqu'on a un joueur en vis-à-vis, il n'y a pas très peu de distance. Sur les passes latérales non plus, donc on va plutôt préconiser une passe classique, avec un ballon ici porté avec les doigts devant, un peu comme un bouquet de fleurs, avec simplement un balancier qui va se faire au niveau de la balle. Après, lorsqu'on sera dans l'échauffement, on voudra avoir des passes beaucoup plus puissantes, peut-être dans la troisième partie de l'échauffement, on va utiliser donc la passe vissée, avec une passe où on va imprimer par un quart de tour une rotation du ballon en l'air avec un ballon qui va flotter parallèle au sol, et cet effet de flottaison gyroscopique va l'aider à se porter, aller beaucoup plus loin. Donc là on aura plutôt si on va ici de droite à gauche, on aura une rotation de quart de tour avec la main droite ici qui va imprimer la rotation et la main gauche qui va être juste là pour guider, avec les pouces qui seront intérieurs. On va imprimer une rotation anti-horaire lorsqu'on fera une passe à gauche et on aura une rotation ici avec l'autre main gauche qui va être imprimée, une rotation horaire pour la droite. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est une main qui imprime une rotation et une main qui guide avec les doigts en haut. Mais globalement, sur les deux types de passes, il faut bien faire comprendre aux élèves que toujours il faut qu'ils finissent le geste avec les doigts en direction de leur partenaire et avoir toujours un bassin devant pour éviter, donc il va falloir qu'il y ait bien sûr une rotation entre le buste et le bassin, parce que au niveau défensif, ce que va surtout regarder le défenseur, c'est les jambes. Donc toujours avoir le bassin en direction finalement du défenseur et plutôt le haut du corps en direction du partenaire. Il faut savoir que ces exercices d'échauffement, ce sont des exercices où il y a une forme quand même répétitive. Et c'est la répétition gestuelle qui va amener un niveau de maîtrise par rapport au ballon. Bon, on a vu dans cette première partie donc, le contact avec le ballon. Maintenant, avec le contact avec le sol. Donc, quelle est ton approche? Est-ce qu'il faut partir du plaquage? Comment tu vois la progression? Alors, on va plutôt partir sur, on va dire, une chute volontaire au départ, c'est-à-dire imprimé par l'élève joueur lui-même, pour petit à petit arriver à du plaquage, voire le chevalier servant éventuellement, c'est-à-dire un plaquage aménagé. Donc sur cette chute, on va dire, volontaire, on va partir d'une situation avec des élèves qui vont être cette fois-ci en colonne, en plusieurs colonnes, et on va essayer d'amener ça d'une façon ludique, avec un esprit chronométrique ou de compétition par rapport à la colonne. On va démarrer ici avec 4 colonnes d'élèves réparties, un ballon par élève pour le premier porteur. Donc l'idée c'est qu'il va faire 3 pas, il va faire 3 pas, il va chuter. Il va chuter au sol. Alors au niveau de la chute, il va chuter en se protégeant avec le ballon et en direction de ses partenaires. Le suivant va l'enjamber et avant de l'enjamber, il va récupérer le ballon qui a été libéré au sol. Le suivant va enjamber les 2 premiers, d'accord, il va récupérer bien sûr le ballon et ainsi de suite. Comme ça, on va avoir une sorte de relais finalement avec du franchissement. Donc l'idée c'est qu'à la fois il y ait protection du joueur lors de la chute, mais aussi protection du joueur lorsqu'il a libéré le ballon,
Il va falloir qu'ils se protègent parce que les autres vont passer au-dessus. Et aussi, il y a un peu une appréhension du contact, que quelqu'un va passer au-dessus et contact avec le sol. Donc le partenaire sera un peu éloigné, mais on a un double contact quand même, sol et à la fois avec ce partenaire aérien qui va passer au-dessus. Donc là, par rapport à cet exercice de chute, quels sont les comportements qui sont attendus? Qu'est-ce qu'on doit repérer? Qu'est-ce qu'on doit repérer? On doit repérer un élève qui va être avec son buste parallèle à la ligne d'un but ou à la ligne d'arrivée. D'accord? Il va être plutôt sur le flanc. Il va essayer de tomber au sol avec tonicité, c'est-à-dire éventuellement se servir du ballon pour appuyer sur le sol comme un airbag, finalement, tout ensuite tourner, ensuite libérer la balle, puisqu'on avait vu la règle du tenu, lâcher la balle au sol. Et deuxième chose, c'est se protéger une fois qu'il a libéré cette balle. Donc notamment se protéger la tête, puisqu'il y a quelqu'un qui va passer au-dessus. Donc déjà, c'est ok, on a fait une passe, ok, on a libéré éventuellement le ballon, mais on se doit de se protéger même lorsqu'on n'a plus la balle. Et ce comportement de après l'action, toujours être en tonicité, en protection, c'est un comportement de joueur aussi. Ça ne s'arrête pas à l'action de passe. Bon, dans cette première partie, on a vu donc le contact avec le ballon, on a vu 2, le contact avec le sol, et 3, contact. Alors, avec partenaire et adversaire, donc soit en décalé ou soit simultanément. Donc on va traiter ces deux parties à travers une progressivité, c'est-à-dire qu'on va là aussi démarrer plutôt au sol, avec des combats par exemple très proches de la lutte, qu'on peut rencontrer la lutte, et pour arriver vers des combats qui vont être debout, avec au départ pas beaucoup de vitesse, et ensuite pour arriver avec de la vitesse. D'accord, donc à 2. Alors à 2, oui, tout à fait. Au départ, dans situation classique, on peut retrouver en lutte avec la tortue. C'est-à-dire qu'on a un élève dans un espace délimité, de 3 mètres sur 3 mètres ou 4 mètres sur 4 mètres, qui protège son œuf. Ici, c'est la balle de rugby. Et on va donner un temps, 30 secondes. L'objectif pour l'autre, c'est de récupérer de la balle et de la protéger à son tour, tout en restant accroupi sans jamais se mettre debout. Donc l'idée, c'est par rapport à ce ballon, c'est finalement un prétexte pour qu'ils se rendent compte et qu'ils prennent contact. Le ballon, vu qu'ils vont se concentrer sur la balle, ils vont rentrer sur des contacts très très proches, à épaule contre épaule, ils vont saisir le partenaire. Donc on est très proche de la lutte, mais on est dans une activité de combat, comme peut l'être le rugby. Donc au sol, est-ce qu'on peut passer debout? Oui, alors on va se servir des mêmes surfaces au sol, 3 mètres sur 3 mètres. On partira avec un élève qui sera positionné sur une ligne, avec un autre qui sera dans son dos, les deux mains posées. Au coup de sifflet, hop, on vient pousser. Ils peuvent prendre la poussée qu'ils veulent, épaule, ils peuvent pousser avec les fesses, ainsi de suite, pour essayer d'être plus efficace dans la poussée. L'objectif étant de repousser l'adversaire et l'adversaire, lui, de résister. Donc l'adversaire, il sera sur des augmentations de base de sustentation, sur des flexions de jambes proche du demi-squat, et l'autre derrière sera plutôt sur des poussées qu'on va retrouver au molle, pour les molles notamment, avec une épaule en contact et des pieds reculés, des pieds en dessous, voire derrière le bassin, très alignés, avec un dos très placé. Oui, par rapport aux positions du dos, être vigilant donc à se placer. Voilà, c'est ça. Il va falloir avoir, d'où l'intérêt de faire dans la deuxième partie d'ailleurs un peu du gainage, et d'avoir un corps tonique. Et pas surtout un dos qui va être arrondi comme un chat, mais plutôt une table qui va venir pousser. Et pour finir, est-ce qu'on peut passer du duo à quelque chose de plus collectif? Ah oui, oui, c'est un peu l'objectif finalement d'augmenter là aussi le nombre d'impacts et le nombre de joueurs qui vont être mis en jeu. Donc là on peut partir sur une situation en carré. Au préalable, tu m'as pas posé la question, mais on en avait parlé pour la sécurité, il faudra faire des duos morphologiques. C'est très important de mettre à peu près des gabarits de poids. On avait oublié de le noter, mais c'est important. Donc on pourra les mettre tous les garçons d'un côté, tous les filles de l'autre. On peut garder ces duos, chacun a son ballon. Donc un ballon pour deux, il trottine, au coup de sifflet, celui qui a le ballon il se bloque. Le partenaire morphologique vient pousser et doit pousser à l'extérieur de la zone. Donc là on est sur des repérages de partenaires, de ballons, de positionnement défensif et aussi de surface au sol. Délimitation de l'espace, c'est important pour les élèves. Et petit à petit, on va diminuer le nombre de ballons, ce qui va augmenter le nombre de joueurs qui vont pousser les porteurs de balles à l'extérieur. Donc là aussi on a une progressivité, on a une intensité qui va monter.
Deuxième partie, on va parler d'étirement. Donc on va utiliser plutôt le contracter, étirer, activer en inhibition réciproque, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps contracter l'antagoniste du muscle que l'on va étirer, ensuite on va étirer notre muscle de façon complètement passive et ensuite faire une activation très dynamique de ce muscle. Alors, et quel muscle? Alors plutôt privilégier effectivement les muscles du bas du corps, donc les quadriceps et les ischio-jambiers, mais éventuellement le haut du corps. Bon, il faut savoir que nous on est sur une activité extérieure, donc on ne peut pas s'autoriser de grandes plages d'étirement en fonction du temps. Donc par exemple pour les quadriceps, on fera une contraction avec des ischios, on va essayer d'appuyer dans la terre. Ensuite on fera bien sûr un étirement au niveau du quadriceps. Ensuite on fera une activation en faisant des montées de genoux très dynamiques. Donc là il est important d'impulser, donner du rythme aux élèves par rapport à ça. Ok, maintenant on fait quoi? Top. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ensuite. Et puis inversement, pour les ischio-jambiers, on partira sur un demi-squat, ou cardio-squat si on veut, en isométrie, toujours en isométrie. Ensuite un étirement des ischio-jambiers et ensuite une sollicitation, par exemple de la fesse par exemple très dynamique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc cette phase d'étirement va durer 5 à 6 minutes à peu près sur cette deuxième partie de l'échauffement. Et est-ce que tu penses que le gainage est nécessaire? Oui, alors ça fait partie effectivement de cette deuxième partie de séance. On pourra mettre du gainage en route avec les élèves. Donc le gainage c'est important puisqu'il permettra de huiler un peu, on va dire, les transmissions entre les différents segments du corps. C'est un peu la gaine pour le frein de vélo, finalement. Donc voilà, ça permet de garder de la tonicité dans tout le corps et sa mobilisation sur le terrain. Bon, est-ce que tu peux nous donner quelques exercices de gainage? Oui, tout à fait. Donc là, par exemple, on a un exercice de gainage qu'on appelle dorsal, qui est plutôt pour les fessiers et les ischio-jambiers. Donc on va avoir un élève qui va être positionné sur les coudes. Nous, ce qu'on va regarder chez l'élève, c'est l'alignement. Ici, cheville, genou, bassin et ligne d'épaule. Donc au niveau de ce gainage, on va être autour de 5 à 15 secondes au niveau du temps demandé. On est toujours sur une phase, on va dire, isométrique. On pourra, dans les variables, demander éventuellement qu'il lève une jambe, par exemple, avec un bassin qui va forcément s'affaisser. Donc on va bien demander d'avoir ce bassin qui va se relever. On peut alterner ici avec une jambe relevée, une jambe enlevée. On peut mettre aussi, comme on était sur la rééquilibration éventuellement, mettre un ballon dessous. Éventuellement. Donc là, on va être sur quelque chose qui va être un peu plus réactif au niveau du gainage. Un deuxième exercice de gainage. Alors, deuxième exercice, là, on va passer sur une position beaucoup plus ventrale. L'élève va être ici, sur les coudes. Au niveau du regard, il va regarder le sol. On a toujours cet alignement. C'est le point de repérage ici au niveau des élèves. Épaules, bassin, genoux et cheville. Plutôt sur pointe de pied. Donc là, pareil, équilibration, on va dire d'abord statique. Ensuite, on peut mettre en place un léger déséquilibre, éventuellement avec un pied relevé, ici. Et on peut arriver à un gainage dynamique où il va essayer de se relever un bras après l'autre de façon circulaire. C'est-à-dire coude, main, coude, main, coude, main, coude, main. Et là, on va être sur des phases de rééquilibration et toujours essayer de maintenir on va dire, cette surface plane au niveau du corps. Et est-ce qu'on peut mettre un partenaire qui va venir pousser, tirer? Oui, alors tout à fait, on peut mettre ici un partenaire qui sera sur le côté, qui viendra ici un peu pousser ou tirer la structure. L'objectif, on va être là sur de l'actif et du réactif. Le partenaire va bouger ici de droite, de derrière, pousser, agir et réagir. Pour les abdominaux, on peut faire un exercice à deux, avec un au sol qui est assis sur les fesses, avec les pieds relevés, le partenaire qui a le ballon dans les mains, lui envoie le ballon, celui qui est au sol renvoie type talonneur, parce qu'on est encore dans la passe finalement, puis dans l'échange, et puis entre temps il fait un rameur, donc pour travailler les abdominaux et le gainage. Voilà ce qu'on peut faire au niveau de ces activités de gainage et de renforcement au niveau des abdominaux. Est-ce qu'il y a d'autres exercices de renforcement? Oui, alors la difficulté pour nous, pour le rugby, c'est qu'on n'a pas ou très peu de matériel à disposition. On n'a pas de salle ou alors une salle annexe, mais on va se servir de ce qu'on a autour du terrain. Et notamment autour du terrain, on a des mains courantes. Donc la main courante peut être un outil qui peut être utilisé pour faire des tractions, d'accord, pour travailler tout ce qui est biceps et travailler tout ce qui est dorsaux. Donc selon le positionnement des mains, que ce soit en supination ou en pronation, on va plutôt solliciter soit les biceps, soit les dorsaux.
Voilà, donc ça on peut le faire soit tout seul, soit l'élève le fait avec les pieds décalés, soit il y a un partenaire qui vient tenir les pieds pour alourdir la charge. On peut faire des pompes classiques au sol avec une distance on va dire de à peu près des épaules, donc avec les pouces qui se regardent. On peut même imaginer des pompes avec les balles, donc ça c'est bien. On pompe avec appuyé donc sur 2 ballons pour travailler à nouveau sur statique et puis rééquilibration, sur les facteurs de rééquilibration. Travailler avec une seule balle, donc là on serait plutôt sur des triceps. Voilà. On peut travailler aussi avec les ballons au niveau des pieds qui vont à nouveau déséquilibrer la personne, et puis après on peut augmenter le nombre de répétitions en fonction au fur et à mesure des séances. Et pour ceux qui sont en difficulté, même des pompes à genoux, finalement avec un demi-corps au niveau de la charge. Et en partie basse, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors au niveau déjà, on peut faire ce qu'on avait vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire des demi-squats ou des cardio squats, en essayant de retrouver ce positionnement du dos. Donc on soit travailler ici en isométrie, soit on peut travailler aussi sur des montées de banc ou d'estrade, puisque souvent au bord des terrains on a des estrades. On ne fera pas de l'excentrique, on ne fera pas des descentes avec des réceptions, on évitera de travail excentrique, mais plutôt du concentrique, des montées ou un travail isométrique. Donc les demi-squats peuvent être utiles, et puis des fois un travail, si on a des sacs de plaquage, travailler à 2 par exemple, avec un positionnement ici en demi-squat, élévation, comme du squat éguerre. On va retrouver ça lorsqu'on fait un lift en touche sur du niveau 4 ou du niveau 5. Par rapport aux muscles du cou, privilégier plutôt un travail en partenariat, un espèce de sparring partner, ça va être utile. On mettra un élève en position chevalier servant, avec un élève qui va impulser à droite, à gauche, devant ou derrière, des pressions progressives sur son partenaire. En isométrie, à nouveau. L'idée c'est d'être à l'écoute de l'autre comme on pourra l'être en street sur le terrain, sur les sorties de balles, ainsi de suite. Donc c'est vraiment être à l'écoute de travailler avec l'autre. C'est important de mettre en place ce type d'exercice. On peut faire donc pour le cou, on peut faire aussi pour les épaules avec des tenues, par exemple ici au niveau des épaules avec des élévations latérales ou des élévations devant. Donc cette idée de partenariat doit être mise en place assez rapidement. On passe à la dernière partie, cette troisième partie, avec des exercices dynamiques spécifiques. Donc dans les exercices dynamiques spécifiques, peut-être d'abord dynamiques, on va reprendre éventuellement les exercices qu'on a vus précédemment. Donc ils vont démarrer en ligne. Donc c'est important qu'à la fois l'échauffement, bien sûr, il est individuel, mais il fait partie d'un collectif. Donc l'idée ici, c'est de faire plusieurs actions consécutives sous les ordres d'un homme de base, comme on peut avoir sur une montée défensive. C'est-à-dire qu'on aura un joueur qui va lever la main, il va dire top à tout le monde, comme un starter, et on va tous démarrer ensemble et on va faire les mêmes exercices ensemble. Alors ça peut être ici, au top départ ici de ce joueur-là, tout le monde va monter, ensuite on va reculer, on va faire un déplacement arrière. Au suivant, au top suivant, on va monter, on va aller en ligne 2, et ici on fera éventuellement du crunch ou des pompes, éventuellement. Ensuite, ils reviennent aussi à reculons et ils vont jusqu'à la troisième zone et là ils font un sprint sur 10, 20, 30 mètres progressif ou plus ou moins progressif. D'accord. L'ensemble de distance de... là c'est de 10 mètres en 10 mètres à peu près, donc 10, 20, 30 et puis là on peut mettre 20 mètres pour le sprint ou plutôt progressif, ou alors c'est l'enseignant qui se met ici et qui recule à chaque fois, qui fait symbole un peu de ligne d'arrivée. D'accord. Voilà. On peut imaginer aussi faire ça avec des boucliers. Alors qu'est-ce que tu proposes par rapport à ces boucliers? Alors bouclier, on peut appeler ça finalement la vague suisse ou le bouclier suisse. Donc là, on va mettre des joueurs ici avec un bouclier. Et là, on fera des actions, justement, là, cette fois-ci, spécifiques et dynamiques propres au rugby. Alors, on peut imaginer pour bien les dynamiser, faire un départ ensemble et aller boxer, comme ça, très très vite sur les boucliers. Alors tu vas me dire, c'est pas le rugby. C'est pas le rugby, la boxe. La boxe, éventuellement, tu as tout à fait raison, mais c'est juste pour le côté dynamique et ludique. Ensuite, ils vont revenir, ils peuvent faire une percussion. Alors au niveau de la percussion, des précautions, qu'est-ce qu'on peut attendre là? Alors on peut attendre des percussions bien sûr avec l'épaule, avec un ballon, on peut leur donner bien sûr un ballon au départ, donc en même temps protection du ballon, percussion, de base en haut, d'accord, et surtout avoir un corps très tonique. Vu qu'ils ont fait le gainage juste avant, normalement ils sont encore dans cette idée de tonicité au niveau du corps.
Ensuite, ça peut être aussi un déblayage, ça peut être un ruck éventuellement. Donc cette idée finalement, là aussi de progressivité dans les charges avec quelqu'un avec un bouclier, ça fait partie de cette montée en intensité au niveau des contacts. Bon là ça reste sans opposition, peut-on faire quelque chose avec une opposition? Est-ce que c'est faisable? Oui, on peut faire de l'opposition, on va dire partielle, avant d'arriver à du collectif total. Donc on peut imaginer un 2 contre 1, d'accord? Une situation qui est ludique, que les élèves aiment bien parce que c'est très très court, c'est le baby-foot. On peut se mettre sous les poteaux, bien sûr s'il y a des protections de poteaux, sinon on se mettra un peu plus loin. Donc l'idée c'est d'avoir un défenseur qui va défendre sur une ligne, comme un joueur. Un joueur de baby-foot, voilà, sur un baby-foot. Voilà, il bougera que sur cette ligne. Et on a les 2 joueurs qui vont attaquer, d'accord, sur une distance très courte, justement pour qu'on soit dans quelque chose de très dynamique, de très réactif, de ne pas laisser du temps à la lecture et travailler surtout sur des gestuelles très très courtes. Donc là ils vont démarrer à 2, l'objectif c'est de passer, si on est touché à 2 mains, on passe à la place du joueur défenseur baby-foot au milieu et comme ça tourne, ça va très très vite. Alors si on a beaucoup d'élèves, si on a 30 élèves, on peut faire 3 circuits de baby-foot et les enchaîner. Par exemple, c'est très très bien, ça peut être ludique pour eux, ou faire 3 groupes de niveau, tout simplement. Voilà. Ouais, allez, il est déjà au milieu. Il est déjà au milieu, vite, 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 vite. Allez, go, vas-y Mélissa, t'inquiète pas, oui. Allez, vite, enchaîne, hop. Faut qu'ils soient un peu perdus. Oui, hop, en avant, soit nos milieux. Après ta situation de baby-foot, là, que tu nous as proposé, on fait quoi? C'est vrai que cette situation de baby-foot, on est sur de l'action, réaction, sur un espace très très court. On va donner un peu, on va aérer un peu cet espace, on va donner un peu du mouvement. Dans ce qu'on appelle la circulation de balle et la circulation de joueurs. On va mettre les deux en place. Donc c'est vrai que là, il n'y aura pas de défenseur. On va travailler ce qu'on appelle à vide. Sans opposition. Sans opposition. Même pas d'opposition, sans opposition. Donc l'opposition qu'il y a, ça va être plutôt de l'opposition matérielle puisqu'on aura mis des jalons. L'avantage des jalons, c'est que ça va donner de la verticalité et ça permet vraiment de symboliser un défenseur statique, mais qui sera là. Donc là, on aura l'enseignant avec le ballon ici qui va donner le ballon au premier joueur qui lui va aller donc vers ce jalon et il aura comme consigne peut-être dans un premier temps de donner le ballon avant d'arriver sur le jalon. D'accord ? Le ballon va ensuite circuler ici pour aller vers le deuxième joueur, d'accord ? Et ainsi de suite jusqu'au dernier joueur. Donc on aura le ballon à la fin qui va se positionner à peu près ici. Et tous les partenaires, au lieu de rester en face du jalon, vont finalement suivre cette progression de balle, d'accord ? Et se retrouver en soutien. En soutien, tout à fait, en arrière du porteur de balle, mais sans jamais le dépasser. D'accord ? On ne fait pas d'aparté par rapport à appui, soutien. On aurait pu faire un aparté appui soutien. C'est vrai que nous, rugby, on a essentiellement que des joueurs qui sont soutiens, qui ne sont pas devant, voilà, suite à la règle qu'on avait donnée de l'an d'avant. Donc ensuite, les joueurs vont aller tous passer derrière une porte, voilà, avec bien sûr le ballon, qui sera sur le dernier porteur de balle. Et là, au lieu d'avoir des jalons qui vont être avec de la profondeur et de la largeur, on aura essentiellement que de la profondeur, ils vont être tous alignés. Une fois que les joueurs ont passé les portes, ils viennent ici se positionner en petit train, avec bien sûr le premier joueur qui va être ici porteur de la balle, et on va donner comme consigne de passer ici le joueur à gauche du jalon et de donner le ballon à droite. D'accord ? Donc ici, le joueur va récupérer cette balle et lui aussi va venir et faire ce trajet, on va dire, en S, donc à nouveau se trouver à gauche et redonner le ballon à droite. Donc on sera sur du gauche-droite, et tous les élèves ensuite doivent se repositionner en soutien sur le côté droit du porteur de balle. Et donc, pour finir cet échauffement, que peut-on faire? Peut-on jouer un rugby total, réel? Comment on peut faire ça? Alors, comme on a échauffement, on va quand même garder cette idée qu'on avait vue sur Focus 1. Donc, j'invite les collègues à aller voir cette vidéo par rapport à l'échelle de contact. C'est-à-dire, tu nous rappelles un petit peu? Donc je pense qu'il faut aller progressivement au niveau des contacts et au début peut-être partir, alors peut-être pas du flag, mais peut-être du flag ou du toucher une main, deux mains, ensuite à aller au ceinturé, du ceinturé aller éventuellement vers le ceinturé plaqué et voire jusqu'à aller au plaqué total. Par rapport au ceinturé, on peut repréciser le temps de ceinturage ou combien tu as Alors, ceinturé, effectivement, on va plutôt attendre un ceinturé de 3 secondes. On va toujours donner un temps. Il faut que l'enseignant donne le tempo. Lorsqu'il y a ceinturé, il dit ceinturé, 1, 2... Donc au niveau de ceinturé, il faudra libérer la balle au bout de 3 secondes.
D'accord. Si au bout de 3 secondes, le ballon n'est pas libéré, on comptera pour un essai pour une équipe. Ils auront donc 3 essais par équipe, que ce soit d'ailleurs pour le toucher ou pour le ceinturer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Lorsqu'on est touché ou ceinturé, on va quand même bloquer la situation parce que c'est quand même synonyme d'échec, on va dire, partiel. Donc on posera le ballon au sol et on fera ce qu'on appelle un grand pool. Donc en fait, on posera le ballon par terre, on posera le pied au-dessus et on va le pousser derrière. Et un joueur partenaire va venir prendre cette balle et va venir jouer. Par contre, la défense, elle va reculer de 3 à 5 mètres. Donc là, c'est plutôt l'enseignant qui va tendre son bras pour qu'il y ait une ligne de hors-jeu fictive qui soit positionnée. Et comment as-tu organisé tes groupes? Alors les groupes, bien sûr, on va essayer de les faire à partir de ces duos morphologiques qu'on aura vus lorsqu'on aura fait tout ce travail de gainage, d'opposition aux tortues. On peut autoriser les filles, comme on avait vu, de ceinturer, mais ça on l'avait vu déjà dans le focus 1, par rapport à l'hétérogénéité. Hein, d'accord. Et puis, petit à petit, on peut arriver, bien sûr, vers le plaqué, tout simplement. Voilà. Alors pour donner des fois la priorité un peu aux filles ou aux garçons s'ils n'ont pas touché beaucoup de balles, on peut partir d'une phase qu'on appelle statique. Donc c'est vrai qu'on ne va pas faire des mêlées, des touches comme on peut voir à haut niveau, hein, ou avec des optionnaires rugby, mais on va symboliser finalement ce rassemblement de joueurs. On peut mettre des élèves, notamment les garçons, regroupés en formation mêlée virtuelle, on les condense, voilà, on met même un demi-mêlée garçon, on lui demande de sortir la balle sans se déplacer avec le ballon. Du coup on va laisser un premier temps de jeu pour les filles, d'accord, et ensuite il y aura les garçons qui vont venir en soutien. Quand tu veux, parce que sinon on va pas pouvoir jouer au ballon. Alors si vraiment on veut encore plus donner du temps aux filles, on peut demander aux garçons d'aller toucher une ligne. Dès que le ballon a été joué, notamment sur cette phase statique de mêlée virtuelle, on va dire, entre guillemets. Donc du coup, ça va laisser un temps complémentaire pour les filles pour pouvoir faire un premier, voire un deuxième temps de jeu. Ils sont où? Au milieu. Au milieu. Et ceux qui courent moins vite, ils sont là-bas. Ça, c'est organisation, collective. Ok? On y va. Allez, hop. Hop. Allez. Bon, j'ai bien compris, donc 3 parties dans ton échauffement. Bon, maintenant, dans une leçon d'une 1h30, combien de temps consacrer à l'échauffement? Alors bien sûr, ça va dépendre un peu de la météo, de la température extérieure, des conditions. On peut même imaginer faire un échauffement à l'intérieur, comme on l'avait évoqué. Donc on va dire entre 25 minutes et 35 minutes, ça me paraît être une bonne base. Sachant que dans cet échauffement, finalement, on a déjà des contenus, notamment la circulation de balles, la circulation de joueurs, manipulation de balles. Donc on est déjà dans des choses très très proches du rugby. Et finalement, c'est un échauffement, notamment par sa partie spécifique, où vraiment on est déjà dans l'activité. Bah, écoute, merci Sébastien. Et je crois qu'on doit se retrouver prochainement pour Focus 3. Eh bien, je te remercie pour tout l'ensemble de ces questions et je vous donne aussi rendez-vous pour Focus 3. Merci.